Mais bonjour à tous. Alors, quand on m'avait proposé la tâche, je me suis dit, bon, c'est un sujet que je maîtrise plus ou moins, donc ça va être facile. Et puis, au fur et à mesure de la journée, je me suis rendu compte qu'on était vraiment dans un guet-apens. Donc, merci à l'équipe du RPDH. C'est quand même plus facile de prendre la parole en AG du RBDH et de lancer des idées. Donc là, il va falloir synthétiser un peu. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'en plus, j'ai même pas eu le temps de le préparer. J'ai découvert la majeure partie des interventions comme vous. Et donc, je me suis dit, on va essayer quand même de problématiser un peu les choses et de ne pas forcément répéter ce qui a été dit, mais de voir un peu ce que ça met en avant. Alors, là encore, pas de bol. Je pense que Charlotte a un peu spoilé l'idée force que je voulais porter. Mais la première réflexion que j'avais, c'est il y a une idée quand même qui revient beaucoup dans les relations propriétaires-bailleurs, propriétaires-locataires, c'est que l'État impose de plus en plus de normes qui sont soi-disant impératives. Et dans toutes les mesures ou toutes les, comment dire, les procédures de contrôle qu'on impose, on se rend compte que systématiquement, mais comme tu le disais Charlotte, la charge de faire vérifier le respect par le propriétaire de ses engagements ou de ses obligations repose quand même sur le locataire. Alors, c'est quelque chose qui revient tout au long de la journée dans beaucoup de présentations. Bon, premièrement, Nicolas Bernard en parlait dans sa présentation à lui sur l'analyse de la CPL, mais effectivement, l'obligation de proposer un loyer, c'est relatif au bail, mais on ne peut vérifier ça qu'à partir du moment où le bail existe. Et il faisait le parallèle un peu avec les normes de salubrité du Code du logement. Et effectivement, c'est quand même très difficile de concilier droit et logement et respect par le bailleur de ses obligations quand on sait que c'est la partie faible qui le porte. Il y avait encore un autre endroit où on parlait de ça, mais c'est quand Thibault mentionnait la réforme Gaines de la justice de paix. Même quand on arrive via une plainte ou un contrôle spécifique sur une quelconque obligation dans le chef du bailleur, mais qu'on n'est pas représenté en justice, même l'officier de l'État qui est amené à juger, en fait, ne peut pas forcément faire un contrôle d'opportunité sur certaines demandes si la partie la plus faible est absente. Donc, c'est quand même intéressant de noter qu'on on a une idée de l'État et du bien public dont on parle tout le temps dans les débats publics, mais une fois qu'il s'agit de consacrer ça dans les relations propriétaires-locataires, on n'y arrive pas. Il y avait encore un autre exemple qu'on a cité et qui est en fait intéressant dans le cas qui nous occupe parce qu'on a commencé la journée avec la commission paritaire locative ici telle qu'on l'envisageait à Bruxelles. Alors, moi, je me dis que c'est quand même un modèle qui s'inspire beaucoup de ce qui se passe en France, enfin, que ce soit le loyer référence. Bon, ici, on n'a pas forcément un loyer médian, mais on va voir un peu, Hugo, comment vous arrivez à une grille des loyers, mais il me semble que ça sera plus ou moins ça, avec plus 20, moins 30. Et là aussi, on arrive en fait à se demander si d'autres obligations en dehors du loyer encadré, comme le fait de ne pas pouvoir augmenter un loyer en cours de bail ou entre deux baux, comme Sarah tu l'as dit. Mais là, c'est un exemple qui est quand même intéressant, parce que pour être un peu positif, ayons une piste de solution. Pendant des années, on avait toute une série de droits qui découlaient pour le locataire du fait que le bail soit enregistré. Mais personne ne contrôle l'enregistrement du bail. Et là, on tient quand même quelque chose, même si c'est sans doute un peu par erreur, c'est par rapport à l'indexation des loyers en fonction de la performance énergétique, c'est que le législateur bruxellois, je ne sais pas s'il a fait exprès, mais si on ne peut pas indexer pendant un an en fonction des performances énergétiques, donc si c'est E ou si c'est F ou si c'est G, il y a des limitations à l'indexation. Il y a deux conditions qui quand même sont pérennes dans la manière dont le texte a été adopté. Un, l'obligation d'enregistrement du bail, et deux, l'obligation de disposer d'un PEB. Et donc ça, il faudra voir la version consolidée, mais moi, si je le lis bien, ça reste quand même, et il y a plusieurs personnes qui me suivent dans la salle, je me dis que c'est une manière détournée, si l'État n'est pas capable de faire contrôler ses obligations qu'il impose aux propriétaires, en fait, on pourrait essayer d'imaginer des systèmes, ça peut s'appliquer à la commission paritaire locative, peut-être, où, en fait, le respect de certaines normes ouvre d'autres droits aux propriétaires qui sont pour l'instant inconditionnels ou qui sont conditionnés à d'autres choses. Mais si on arrive à un système où on n'arrive pas à indexer, on ne peut pas indexer si le bail n'est pas enregistré, c'est une superérogation pour enregistrer les baux de facto, sans que personne ne doive le contrôler, parce que de facto, on va le faire. Et donc, de là,
petite boucle sur comment est-ce qu'on peut arriver à contrôler les loyers. Alors, on s'est rendu compte aujourd'hui que imposer un encadrement strict, mais on s'est dit que parfois ça pouvait poser des effets pervers, comme la non-rénovation, le fait que de plus en plus de logements soient vides, comme ça s'est passé auparavant, et que c'est un peu difficile en termes de production du logement. Mais voilà, on a en France apparemment un système où l'IRL a plus permis de limiter l'augmentation des loyers que l'encadrement des loyers stricto sensu. Donc, est-ce que cette obligation d'enregistrement du bail, si on en fait quelque chose de bien, avec un cadastre où on a les loyers et qu'on sait se référer dessus, est-ce que ça pourrait être une piste pour mieux encadrer, à défaut du loyer, au moins son augmentation dans le temps, que ce soit entre des baux courts, et rêvons un peu, si on arrive à convaincre les législateurs, je vois qu'ils sont partis, à faire en sorte que même entre des baux longs, en fait, on ne puisse pas revoir le loyer au-delà de l'indexation tel qu'il a été établi initialement. Hors travaux. Alors là, j'en viens à la problématique des travaux. Alors, je pense que c'est très compliqué d'intégrer tout ça dans l'encadrement des loyers tel qu'on en parle ici à Bruxelles, mais il y avait une idée force que chez Convivence, on a essayé de défendre en tout cas, et ça répond un peu aux interrogations sur les propriétaires vont faire des travaux, comment est-ce qu'on va empêcher d'augmenter les loyers, c'est de se dire, jusqu'ici, en fait, on avait beaucoup de passoires énergétiques, on en a encore beaucoup, mais la norme aujourd'hui, ça devient quand même d'obliger le propriétaire à faire des travaux. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas défendre dans un éventuel arrêté qui fixe en fait les conditions, quels sont les critères de qualité, quels sont les critères de défaut substantiel du logement? Est-ce qu'on peut arriver à un système où, au lieu de considérer un logement bien isolé comme quelque chose d'exceptionnel, qui augmente le loyer, mais voilà, je pense que le combat politique se situe surtout dans le fait qu'on prend les moyennes, mais la norme, ça devient quand même un logement bien isolé, parce que de toute façon, le pouvoir public nous oblige à le faire. Et d'ailleurs, il y a aussi une inégalité là-dedans, c'est qu'un propriétaire occupant, il sera aussi obligé d'assumer les travaux, mais lui, il ne loue pas et on ne sait pas où il va récupérer parce qu'en plus, les primes qu'on promet ne permettront certainement pas à tous les propriétaires de faire leurs travaux avec des subsides publics. Donc, voilà, peut-être que se dire qu'un logement A ou B ou C, c'est la norme et qu'on ne va pas exiger plus de loyer parce qu'on a un bon logement qu'on loue, mais qu'on va plutôt devoir exiger des loyers moins importants et considérer que c'est un défaut de qualité que d'avoir ce type de logement-là, si jamais on a un PEB, D, E, F, G, etc. Et alors, dernière petite considération, il y avait quelque chose qui était aussi intéressant dans ce que Thibault répondait à Mathieu Tillon de la Fébule, c'est que effectivement, dans un monde idéal, on aimerait bien que les loyers suivent les revenus, mais dans un système tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est difficile de demander à un propriétaire privé de se dire tu es responsable du niveau de loyer de ton locataire et de se limiter. Alors tout ça, ça pose quand même la question et Hugo l'avait relevé aussi, on en a parlé aussi avec Christine Whitehead qui se demandait, voilà, est-ce qu'un encadrement strict, ça pose des problèmes ? Réguler ou avoir une vision de ce que peut être le loyer à long terme pour être prévisible à la fois pour le propriétaire et le locataire, et comme ça on a une acceptabilité un peu des types d'encadrement. Mais la réflexion que je me faisais, c'était, et si on avait des systèmes qui encouragent beaucoup moins l'accès à la propriété en vue de devenir bailleur. En fait, je pense que c'est là aussi que le problème se situe. Aujourd'hui, on a un système fiscal en Belgique sur lequel je pense qu'on pourrait s'attarder pendant des heures, mais où un propriétaire peut payer moins de précompte immobilier quand il est bailleur que quand il est occupant. On a des taxes qui sont différentes en fonction de l'accession à la propriété, de la transaction, des revenus du loyer. Parce qu'en fait, on disait il n'y a pas de taxation des loyers, mais en fait, il y en a, mais ils sont fictifs, même à l'IPP. Et donc, revoir tout ça pour faire en sorte que acheter un logement pour devenir propriétaire et l'occuper, ce soit possible, et éventuellement pour plus de monde, principalement pour les personnes qui pourraient accéder à la propriété, mais qui n'ont pas assez de moyens et qui se retrouvent donc sur le marché locatif et qui augmentent cette tension-là. Mais en contrepartie, de se dire, on rend vraiment la vie plus difficile aux acquéreurs qui acquièrent dans le but de remettre en location. Alors, c'est un vœu pieux, je pense que c'est beaucoup de techniques fiscales, administratives, mais c'est une piste qu'on pourrait éventuellement suivre. Et ça pose aussi toute une série de questions sur, on avait posé la limitation de la rente. Mais est-ce que se baser sur le prix d'achat ou le prix
vraiment assumé par un propriétaire, c'est logique dans la mesure où aujourd'hui, tous les logements qui sont nouvellement créés, en fait, coûtent très cher. Si on devrait vraiment prendre le prix de revient, en fait, on n'arriverait jamais au niveau de revenus actuel qu'on a à Bruxelles à loger ces gens-là. Et même les pouvoirs publics connaissent ça, en fait. Quand on voit les prix d'acquisition ou de construction, même pour des opérateurs publics, que ce soit les communes, la SLRB, CityDev, etc., ça devient de plus en plus compliqué. En fait, si on se disait on a un loyer qui correspond, ou un prix de vente qui correspond vraiment au prix de revient, en fait, on n'arrive pas. Ça devient de plus en plus dur pour plein de gens. Et donc, d'étendre l'attention sur le marché acquisitif, mais est-ce qu'on s'y prend en compliquant l'accès à la propriété? Est-ce qu'on s'y prend, c'est un peu ce qu'on parlait avec Thibaut aujourd'hui, en régulant le loyer, et comme ça, on espère que les prix de vente ne s'aligneront pas sur les loyers qu'un propriétaire peut espérer obtenir sur le marché locatif. Tout ça, ce sont vraiment des thèmes qui nécessitent, mais, je pense, d'autres colloques du RBDH et beaucoup de... Pardon? Ah oui, c'est prévu. Mais donc, je pense qu'on va se revoir. Alors, je ne sais pas sur quel thème et avec quelles expertises, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on est beaucoup ici à se dire, mais on connaît pas mal de choses, on a pas mal de certitudes, et moi, je ressors vraiment avec beaucoup plus de questions, et j'aurais hâte d'y répondre tous ensemble avec vous. Merci.